Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les concours corrigés par MyPrépa et on termine le sujet écrit comme 2019 avec le problème. Le problème qui, me semble-t-il, là on va pas tout corriger sinon la vidéo durerait 4 heures, on va se concentrer sur ce qu'on pouvait repérer en quelques minutes dans l'exercice et c'est aussi cette approche-là que vous devriez avoir sur toute épreuve, essayer de repérer les moments où vous allez être fort, où vous allez reconnaître des astuces, etc. C'est ce qu'on va faire là. Mais là, me semble-t-il, c'était la partie sans doute la plus technique de ce nouveau cru 2019 pour Ecricom. On est en présence ici d'un protocole assez standard, d'urne à contenu évolutif, c'est-à-dire une urne où le contenu évolue. On n'a pas toujours une boule blanche et une boule noire, ça évolue selon le protocole qui est précisé ici. Et ça nous rappelle des sujets assez culturels comme le HEC 92 notamment, qui est souvent donné encore aujourd'hui en concours blanc dans les prépas, qui est ce qu'on appelle une urne, donc un sujet où on a une urne de Polya, P-O-L-Y-A, donc les urnes de Polya. Ici, on a donc une urne de Polya, c'est un terme un peu pompeux pour dire une urne à contenu évolutif. Bon, là, on a une urne à contenu évolutif. On rentre gentiment dans l'exercice avec d'abord les premiers cas, les cas particuliers. Ici, on nous dit ensuite préciser l'ensemble xk de oméga des valeurs que peut prendre xk. Bon, là, sur ce genre de questions, il est important de savoir faire la différence. Donc là, en toute rigueur, sur ce genre de questions, donc partie A, ici, donc partie A, question 3, la méthode 1, c'est de dire, comme on le fait à peu près tous, au minimum, xk prend la valeur ou vaut avoir, là, ici, dans ce cas-là, xk, c'est quoi? C'est le nombre de boules blanches présentes dans l'urne juste avant le K plus unième tirage. Le nombre de boules blanches, là, on nous dit quoi? On nous dit que si on tire après chaque tirage, on remet la boule tirée dans l'urne et on rajoute dans l'urne une boule de couleur opposée. Donc, si on tire que des boules blanches, à chaque fois, on va rajouter des boules noires. Au minimum, en fait, si on tire que des boules blanches, dans l'urne, il y aura une boule blanche et puis le reste de boules noires. Donc, au minimum, xk vaut 1 lorsque, et là, on détaille, en fait, on détaille le cas spécifique, et au maximum, xk vaut, et là aussi, je me pose la question, mais au maximum, combien est-ce qu'il y a de boules blanches? Au maximum, c'est le cas où je tire que des boules noires. Si je tire des boules noires, à chaque fois, on rajoutera une boule blanche. Donc juste avant le K plus unième. Donc, quand on aura fait K tirage. Donc, si on fait K tirage de K boule noire, ça fait qu'on rajoute K boule blanche. Et donc, vu qu'il y a une boule blanche dans l'urne, eh bien, au maximum, xk, le nombre de boules blanches présentées, il y aura K plus une, K plus une boule blanche, lorsque blablabla. Bon. Et du coup, ensuite, les étudiants disent xk d'oméga, ainsi xk d'oméga égale à 1. K plus 1. Ça, c'est la première façon de voir qui est assez standard. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas très rigoureux. Pas très rigoureux parce que rien ne me dit qu'il y a des valeurs à l'intérieur qui ne vont pas être prises. Qui me dit que toutes les valeurs ici sont prises? C'est pour ça qu'en toute rigueur, si on a ce résultat-là, il faut le démontrer différemment. Il faut le montrer méthode 2 par double inclusion. Et là, tout de suite, vous pouvez vous illustrer donc en montrant, c'est-à-dire on va montrer que xk d'oméga est inclus dans 1k plus 1. Et on va montrer aussi, donc ça c'est le premier point, et on va montrer que 1k plus 1 est inclus dans xk d'oméga. Ce cas-là est assez évident, puisqu'on fait au minimum au maximum, donc forcément xk d'oméga est inclus dans 1k plus 1, puisqu'au minimum ça vaut 1, au maximum ça vaut k plus 1. Donc, forcément, le xk d'oméga sera compris entre les entiers, entre 1 et k plus 1. Bon, mais comme, pour montrer l'inclusion dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Et ici, il faut en fait, le plus souvent, prendre un élément, je ne sais pas, par exemple, soit J appartenant à 1 k plus 1, et essayer de construire un événement, enfin, de construire une séquence de tirage de boules, telle qu'on ait xk qui va être égal à J. Bon,
c'est pas si compliqué en fait hein, à faire. C'est juste que les étudiants n'y pensent pas. Donc là, il faut penser à dire, mais quand est-ce que xk vaut j? Xk vaut j, ça voudrait dire qu'on aurait j boules dans l'urne. Si on a j boules dans l'urne, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, il faut un peu, je regarde juste, hein, hop, on remet la boule tirée dans l'urne et on rajoute dans l'urne une boule de couleur opposée à celle qui vient d'être tirée. Bon, bah, si je tire, par exemple, j'ai fait donc là 4 tirages. Si mes 4 tirages, j'en ai fait J. Si j'ai tiré J boule blanche, qu'est-ce qui se passe? J boule noire, pardon. Si j'ai tiré J boule noire, on rajoute J boule blanche. Le problème, c'est que si je rajoute J boule blanche, xk va être égal non pas à J, mais à J plus 1, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a une boule blanche initialement. Donc, alors que nous, on veut xk égale J. C'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer de former une séquence de tirage telle que xk soit égal à J. Bon, eh bien, là, ici, K tirage, J, ça marche pas, mais du coup, on a vu que ça faisait un de trop, donc qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bah tiens, on va faire J moins une boule noire, et du coup, K moins J moins une boule blanche. Si nos K tirages se découpent comme ça, J moins une boule noire et K moins J moins une boule blanche, a priori, ça marche, puisque là, on aura rajouté J moins une boule blanche, et là, on aura rajouté K moins J plus une boule noire, selon ce protocole. Et donc, on aura à l'arrivée, hein, si on fait le détail du contenu de l'urne, on aura donc des boules blanches et des boules noires, et plus précisément, on aura J boule blanche, dans ce cas-là, et puis là, on aura K moins J plus une boule noire, plus la boule noire initiale, donc ça nous fait K moins J plus 2 boules noires. Bon, ça en fait, on s'en fiche hein, du nombre de boules noires. Pardon. On s'en fiche un peu du nombre de boules noires, mais ce qui comptait, c'était de voir que là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de former, ainsi, on vient de former, dans ce cas, on a xk qui vaut j. Dans ce cas, xk vaut j. Et donc, on a bien que 1k plus 1, vu que c'est vrai pour tout j, 1k plus 1 est inclus dans xk de oméga. Je n'ai pas compliqué ici les notations. On aurait pu, en toute rigueur, mettre des petits oméga. Mais je n'ai pas voulu compliquer ici. C'est plus simple de le comprendre comme ça. En toute rigueur, vous verrez parfois, dans ce cas, xk de petit oméga égale à j. Les profs préfèrent. Bon, mais franchement, si déjà vous avez l'idée de faire une double inclusion, on est bon. On a déjà fait la différence par rapport aux autres candidats. Ok, ensuite, une fois qu'on a fait cette question 3, on a ici question 4, question 5, et là, on retrouvait des questions très classiques qu'on a vues dans beaucoup de sujets de concours, et même l'an dernier, donc en 2018. Je vous ai inséré, là, regardez, en 2018, à l'EM Lyon, je vous ai retrouvé, je vous ai fait une petite capture d'écran, à l'EM Lyon l'an dernier, on avait là aussi, bon là c'est ce qu'on appelle une fonction génératrice, mais on avait montré que, alors c'était pas le même protocole, hein, P de YK plus 1 égale I égale à I sur N P de XK égale I plus 1 moins I moins 1 sur N P de YK égale à I moins 1. Là, on est un peu dans le même genre de configuration, sauf que c'est un peu plus compliqué. Le protocole est un peu plus subtil, mais c'est la même démarche. C'est-à-dire qu'ici, la démarche va consister, donc il y a deux grandes façons de faire cette question 5. Donc méthode 1, c'est de faire la formule des probabilités totales qui nous oblige à trouver un système complet d'événements. Et la méthode 2 qui consiste à écrire xk plus 1 égale i comme décomposition d'événements en fait. Donc c'est un événement inter un autre événement, comme ça. Union un événement inter un autre événement. Voilà. On aura un truc comme ça, et ensuite on dit l'union est disjointe, et puis après on fait des probas conditionnels, on va rejoindre cette question-là,
et ça va marcher. Ici, on pouvait se poser la question, mais quel est le système complet d'événements? Là, il semblerait que le système complet d'événements, ce soit xk, donc ici. Quel serait le système complet d'événements? Il semblerait que ce soit le xk égale j, avec j qui appartient à xk d'oméga. Je crois qu'on avait dit que c'était 1k plus 1. Bon, là, on aurait sans doute un système, voilà, j appartenant à xk d'oméga. On aurait un système complet d'événements. Le problème, c'est qu'il y avait des subtilités sur cette question. Et si on veut vraiment bien rédiger, on rejoint des sujets qui ont été donnés à Écrit-Com en 2008 en voix écho dans l'exercice 3, où il y avait une partie assassine pour les ECE, les pauvres. C'était un sujet de niveau S qui avait été donné quasiment à l'identique à l'ESCP, à l'oral, un exercice d'oral de l'ESCP en 2006, où il y avait les mêmes subtilités qu'on retrouve ici. Quelles sont ces subtilités? Les subtilités, c'est ici. C'est dans les détails. Le diable se niche dans les détails. Regardez, pour tout k appartenant à n et pour tout i appartenant à une étoile. Là, eh bien, il y a des fois où ce sera nul. C'est-à-dire que, par exemple, je vous prends un exemple. Lorsque i dépasse k plus 1, puisque là, vous avez vu, k plus 2 pour le cas de xk plus 1, vous savez que xk plus 1 d'oméga, ça va être 1 k plus 2. Donc, lorsque i dépasse k plus 2, c'est nul, en fait. Cette probabilité-là est nulle, puisqu'on sort du support. Et donc, il y avait tout un tas de cas particuliers à voir ici. Ces cas particuliers rejoignent le cas général, mais il faut quand même les faire. Et il y avait notamment une subtilité lorsque i vaut k plus 1. Lorsque i vaut k plus 1, alors attendez, non, c'est lorsque i vaut k plus 2, on a cette proba qui est nulle. Mais lorsque i vaut k plus 2, cette proba-là, elle n'est pas nulle. Donc, il y avait des cas à faire qui était quand même assez casse-tête. Donc, il fallait se méfier de cette question-là, qui pour moi est le clou du spectacle. Si vous voulez vraiment avoir du bonus, c'est sur cette question-là que ça se passe, en ayant bien travaillé des sujets comme Écrit-Com 2008, ESCP 2006 à l'oral, où il y avait eu aussi un sujet comme ça, alors en ECE aussi, à l'EM Lyon en 2014 ou 2013, exercice 3, où on avait aussi ces subtilités-là. Donc voilà, ici, basiquement, on va pas le faire, mais basiquement, on arrive en fait, dans les deux cas, à la conclusion que P de xk plus 1 égale I, c'est égal à P de xk plus 1 égale I, sachant xk égale I, fois P de xk égale I, plus P de xk plus 1 égale I, sachant xk égale I moins 1, fois P de xk égale à I moins 1. Et donc ici, l'enjeu était de montrer en fait que, de servir la question précédente en fait, que cette probabilité-là est égale à ça, et que cette probabilité-là est égale à ça. Et si vous ne trouvez pas ça, eh bien, faudra quand même montrer le résultat, en montrant que les cas particuliers rejoignent le cas général. Parce que ça n'est vrai que dans les cas où c'est non nul. Ça n'est vrai, attention, si les probas avec les sachants, là, sont toutes non nulles. Et c'est là où cette question, du coup, posait un véritable problème. Ok, donc ça, vraiment, on avait ici le clou du spectacle, tout en étant ultra classique. Alors, après en déduire, donc là, il fallait appliquer la formule. 7a, là aussi, il fallait sans doute même pas appliquer la formule. Ici, on a une relation de récurrence entre xk plus 1, on remplace i par 1 déjà partout, et puisque c'est vrai pour tout i appartenant à une étoile, donc c'est vrai pour i égale 1, donc on remplace i égale par 1. Et après, on a une relation de récurrence ici entre xk plus 1 et xk. Donc, là, le p de xk égale 0 va être nul, donc ça va être assez simple en fait. Ici, ça va être une démonstration par récurrence, sans trop de difficultés. Bon, là, après, c'est du calcul. Là, ici, voilà. Après, on se dirige vers des questions assez calculatoires où il va falloir se servir de cette relation étoile dans des cas particuliers qui nous permettront de faire apparaître, le plus souvent par démonstration par récurrence,
les résultats. Dans la partie B, on avait, il nous mettait violemment du Scilab. On ne va pas traiter le Scilab ici ensemble. On va directement aller voir en partie C. 12A, E de xk plus 1 égale k plus 1 sur k plus 2, E de x plus 1. Bon, bah là, on a un petit peu comme ce qu'on avait à, je vous le montre, hein, ici à l'EM Lyon de l'an dernier, donc EM Lyon 2018. Sauf que ici, c'était plus simple. On avait une suite arithmético-géométrique de la forme, voilà, hein, UN plus 1 égale A, UN plus B. Alors que là, c'est plus compliqué parce que le terme qui était ici était indépendant de K. Or, ici, le terme dépend de K. Donc, attention, ici, piège, ça n'est pas une suite arithmético-géométrique. Donc, déduire de ce qui précède ce résultat-là, là, une fois de plus, on a une relation de récurrence qui permet de passer du rang K plus 1, du rang K au rang K plus 1. Et bien, donc, on va faire une démonstration par récurrence. Pareil, ici, après, bon, c'est du calcul. Il y avait encore une fois des récurrences qui étaient à l'honneur. Question 13. Là, vous devez quand même reconnaître des choses. L'inégalité de bien-aimé de Chebyshev ou la loi faible des grands nombres. Là, ici, c'est quand même tentant de reconnaître donc de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, loi faible des grands nombres. OK. Donc ça, vous tenterez de faire attention. Dans l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, c'est supérieur à alpha. Donc là, il fallait faire 1 moins, et donc il fallait voir un petit peu comment tout ça se passe. OK. Ensuite, en partie D, là aussi, on pouvait repérer des choses qui sont quand même assez banales. Montrer que phi de ij est linéaire, ça c'est quand même des choses qu'on peut faire. Raisonner sur le degré, vu que i est différent de j, c'est aussi des choses, degré de cette quantité-là, est-ce que ça va être égal au degré de p? Vu que i est différent de j, vous regardez le coefficient dominant et on se rend compte que ce sera bien le cas, parce que i est différent de j. Et en déduire que phi ij est injective, ça c'est pas très compliqué. Ça peut faire peur, mais en fait, c'est pas excessivement compliqué. Hein, si on regarde là comme ça ensemble ce qu'on pouvait faire. Donc dans le D, donc on est ici dans la partie D, question 14C. Bon, c'est pas si compliqué parce qu'en fait, il suffit de montrer que ker de phi ij est réduit au vecteur nul de R de x. Et donc, là, si je prends un polynôme P appartenant à R de x tel que phi ij de P égale 0, on montre, d'après la question d'avant, que le degré de phi ij de P est égal au degré de P. Mais le degré de phi ij de P, vu que ça vaut 0, le degré du polynôme nul, c'est moins l'infini, par convention. Donc, ici, on a degré de phi ij de P qui vaut degré de P qui vaut moins l'infini. Donc, P vaut 0, puisque le degré de P, c'est moins l'infini. Et donc, on montre assez rapidement que ker de phi ij est réduit au vecteur nul. Donc là, on a immédiatement que phi ij est injective. Donc là aussi, on avait une question qui n'était pas difficile. Bon, la question D, elle, est un peu plus subtile. Ils nous font utiliser une restriction. Elle n'est pas sans nous rappeler l'ESSEC 2008 sur les polynômes de Newton en partie 1. Donc là, ici, quelle est la technique? La technique consiste à voir que sur la restriction Rn de x, en fait, on va montrer que, sans doute, donc là, on est sur la question D, sur Rn de x, donc donc là, la restriction, je ne sais pas, on va appeler phi ij, on va appeler comme ça, phi ij, qui va de Rn de x dans Rn de x. Pourquoi dans Rn de x? Parce qu'on voit que ça se montrera assez facilement, hein, c'est un endomorphisme ici.
par le degré, en fait. Hein. Si on prend un polynôme P et qu'on lui associe phi ij de P, bah, vu que le degré de phi ij de P est égal au degré de P, bah, on est bien toujours dans Rn de x. Donc ça, on montrerait assez aisément que c'est un endomorphisme. Et on montrerait que ker de phi ij, avec les petites vaguelettes, est aussi réduit au vecteur nul de Rn de x cette fois. Donc, phi ij est injective, mais comme on est en dimension finie, et oui, il y a un théorème là, comme on est en dimension finie, je vous rappelle le cours, si dim de E égale dim de F égale à N, et que phi est une application linéaire de E dans F, dire que phi est injective, si on a ça, phi injective, c'est équivalent à phi bijective, c'est équivalent à phi surjective. Oui, on servait de ça ici. Ici, on est précisément dans ce cas-là, puisqu'on est dans un endomorphisme de dimension finie. Donc, comme phi ij est injective, ben, on a phi ij qui est bijective. Et qui est donc surjective aussi. Et donc, si elle est surjective, on a exactement, pour tout polynôme P dans R de x, donc ici, on a pour tout P appartenant à Rn de x, il existe un polynôme Q appartenant à Rn de x, tel que phi ij de P, de Q, pardon, égale P. Ça, c'est la définition de la surjectivité. Sauf que là, nous, c'est pas pour tout P appartenant à Rn de x, c'est pour tout P appartenant à R de x. Donc là, il fallait tout simplement dire soit P appartenant à R de x, supposons que degré de P égale à n, et du coup, en supposant que degré de P égale à n, on reprend la restriction qu'on a faite avant. On aurait pu mettre ici autre chose, hein. On aurait pu mettre petit m, et on aurait fait la restriction avec Rm de x, mais ça, le raisonnement aurait été le même. Alors évidemment, là, ici, je prends un n entier. On peut se faire le cas où P est le polynôme nul, mais ça n'a pas grand intérêt, c'est un cas qui est évident. Donc voilà, ici, on avait une question hein, qui était quand même subtile, qui était quasiment ce qu'on avait dans ESSEC 2008, sachant qu'ici, dans l'ESSEC 2008, ouais, non, il nous guidait à peu près de la même façon. Voilà, donc là, on pouvait un peu se battre sur cette question, mais c'était pas non plus complètement évident. Bon, après, par contre, là, on voit plus grand-chose. Hein. On voit que ça va être du calcul. Donc, là, pas de classique sur cette partie-là. Et puis là, non plus. Là, on voit qu'il va y avoir des récurrences. Pas de questions fondamentalement classiques sur la fin de l'exercice. Donc, on avait ici un exercice, sans doute, le problème était sans doute l'exercice le plus technique du sujet, où même si le protocole nous rappelait des choses qu'on a a priori déjà vues, c'était quand même de difficultés assez soutenues. Il ne fallait pas se planter dans les raisonnements. Il fallait être rigoureux dans la définition, la précision des supports. Ici, il y avait des cas particuliers, il y avait des récurrences techniques, on nous donnait les réponses, donc c'était reposant, mais quand même, il fallait techniquement être solide. Pas facile, j'espère que vous en êtes sortis, et j'espère que les étudiants, là on voit une fois de plus, hein, donc sur ce sujet d'écrit comme, il y avait quand même 2 sujets, voire 2,5 sujets sur les 3 qui étaient du programme de première année. Voilà. Ce qui prouve que ça vaut le coup de passer, de se faire les sujets d'écrit comme pour réviser le programme de première année, et ça vaut le coup de passer les écrits comme pour s'entraîner pour la BCE, parce que là on avait quand même des sujets de difficulté variés, et c'était du coup une bonne révision. Merci à vous pour votre écoute, et puis à très bientôt pour d'autres concours corrigés par MyPrépa. Au revoir.